C'est fait. Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Danny Potvin et je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode du balado La Voix du hockey senior. Pour cette grande première, on aura une entrevue exclusive avec le gardien de but des Seigneurs de l'Apocatière, Samuel Sirois, et par la suite, on va faire un survol des 6 formations dans le circuit senior du Cœur TV. Salut Danny. Salut Sam, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien, merci de ta présence. Ça me fait plaisir. Je suis content qu'on puisse mettre ce projet-là de l'avant, puis ça me fait plaisir d'être là avec toi après-midi. Ben, merci beaucoup. Écoute mon Sam, pour les gens qui te regardent évoluer sur les patinoires, que ce soit à l'Apocatière, à Saint-Pascal ou toutes les autres villes qui occupent le circuit, ce balado va leur permettre d'en apprendre un peu plus sur l'individu que tu es, aussi le parcours de hockey que tu as quand même. Tu as quand même un bon passé dans le hockey. Oui, alors, ça on va ça. pouvoir en apprendre un peu plus sur notre numéro 31 des Seigneurs de l'Apocatière. Yes. Alors, je te laisse un peu te présenter. Parler, oui, donc c'est ça, moi je suis né en 94, donc là j'entame, je viens d'avoir 30 ans en fait, c'est ça, donc c'est ma 10e année dans le hockey senior. Si je regarde un peu mon parcours au hockey mineur, j'ai évolué au niveau de l'Apocatière de mes premières années, là, que ce soit au niveau MAG, Atome, puis oui. Par la suite, au niveau Bantam, je me suis ramassé avec le Promutuel à Rivière-du-Loup. On a eu une super belle année au niveau du Bantam 2A. On a remporté la Coupe Dodge, on a remporté le championnat provincial en 2009. Puis après ça, j'ai pu évoluer avec les Albatros Midget 3 2 années. Donc en 2009, 2010, 2011, 2011, 2012. Puis après ça, j'ai été repêché au niveau junior majeur. J'ai pu jouer quelques matchs avec le Titan à Bathurst. Puis après ça, au travers, j'ai joué au collégial avec les Janois d'Alma, qui m'a amené à compléter mes études au cégep. Puis après ça, quand j'étais rendu à l'étape de l'université, mais j'ai décidé de revenir dans mon coin avec les Seigneurs. Puis c'est ça, depuis maintenant 10 ans que je suis avec les Seigneurs. Puis on va continuer encore une couple d'années. Tant mieux. On est content d'entendre ça. Parce que tu fais quand même une très bonne job devant le filet des Seigneurs de l'Apocatière. Pour les gens qui ne le savent pas, tu es cofondateur du circuit senior du Cœur TV. La question qui me vient en tête, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu ce poste? Ben, moi, honnêtement, j'ai commencé à m'impliquer au niveau de l'organisation des seigneurs un petit peu avant la pandémie, là, au niveau du conseil d'administration, au niveau des commanditaires, au niveau de la représentation, au niveau de la ligue. Je dirais qu'au niveau des rencontres, au niveau de toutes les décisions au niveau de la Ligue Côte-Sud. Avec la pandémie, on s'est un peu remis en question comme équipe, un peu sur comment on voulait repartir ça. Je ne cacherai pas que on a eu beaucoup un sentiment d'achat local, vraiment de mettre l'emphase sur notre région. Puis c'est ce qui nous a amené un peu aussi à se questionner. Est-ce que la Ligue Côte-Sud, c'est encore le meilleur endroit pour nous pour ce qu'on veut offrir au marché de la Pogatière? Si je regarde au niveau des joueurs importés, ça nous. C'était plus ce qu'on voulait vraiment, avoir peut-être 4, 5, 6 gars de Québec qui viennent donner un coup de main pour qu'on réussisse à suivre les autres équipes. Là, on se cachera pas aussi que la taille du marché de la Pogatière versus Saint-Joseph-de-Beauce versus Sainte-Marie, c'est des marchés qui sont assez différents. Puis les autres, en termes de population active, de joueurs de hockey, en ont un peu plus que nous. Puis c'est ce qui nous amenait aussi à devoir avoir plus de joueurs de l'extérieur. Puis je pense que c'est pas ce que les partisans voulaient non plus. On parlait un peu en dehors de la glace, que ce soit à l'épicerie, tout ça. Puis les gens mentionnaient que oui, on vient à l'aréna, c'est le fun, on a du bon hockey. Mais crime, on connaît personne sur la glace. Ouais, fait que, c'est... Aussi. Exactement, puis c'est un peu notre réflexion qu'on a eue dans ces années-là. On s'est dit, est-ce que ce qu'on veut, c'est ça, offrir à la population? Puis c'est vraiment, après ça, on a rencontré Alexandre Laflamme, Éric Lemelin à Saint-Pascal, André Beaulieu au Témiscouata. Puis on s'est questionné sur est-ce qu'on était capable d'offrir un produit de hockey local. C'est sûr que quand on est jeune, on est habitué de jouer du côté du Bas-Saint-Laurent, au niveau des voisins, mais mon hockey mineur, je l'avais fait en jouant contre Rivière-du-Loup, en jouant contre les Basques, en jouant contre le Témiscouata. Est-ce qu'on était capable de reproduire ça pour le hockey senior? Puis c'est ce qui nous a amené vraiment à se questionner, à faire des rencontres préliminaires avec
avec 2 autres organisations. Je pense qu'au niveau du Témiscouata, il y avait un peu les mêmes problèmes que nous à la Pocassia. Les autres évoluaient du côté du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, c'était un peu l'argent qui menait la ligue. Les équipes sortaient l'argent, se payaient un peu des championnats avec des joueurs importés, puis il y avait vraiment pas de limite là-dessus. Puis je pense que encore une fois, c'était leur problème qu'ils avaient de leur côté. Puis on a remarqué beaucoup qu'on avait la même vision sur comment on voulait avoir du hockey senior. Puis je pense à partir de ces 3 organisations-là, après ça, on a commencé à faire des démarches un peu au niveau Trois-Pistoles, les Basques, Saint-Cyprien, autant au niveau après ça, Rivière-Bleue, Transcontinentale, Ponegamo, qui sont intéressés d'avoir peut-être un autre groupe qui était intéressé à partir du hockey senior là-bas. Puis c'est ce qui nous a amené pour la première saison à avoir 5 équipes. Là. Okay. Penses-tu que dans le fond, vous avez encore le même niveau sur la glace avec les changements? Je dirais que la coche est peut-être une petite affaire plus faible en raison des joueurs importés. Tu sais, nous autres, notre vision puis notre objectif, c'est d'offrir du hockey 100% local et pas avoir aucun joueur de l'extérieur qui venait de Québec, qui sont pas nécessairement impliqués dans la région. Fait que c'est sûr qu'en termes de calibre, si tu perds 4-5 joueurs qui viennent de Québec qui ont joué du hockey, ben ça fait un peu plus mal en termes de calibre, mais après 3 années, je suis pas mal prêt à dire que le calibre est revenu à pas loin de ce que c'était la Ligue Côte-Sud en 2020. C'est bon. On a vraiment des bons joueurs de hockey. C'est sûr que le bassin est un petit peu plus petit versus la Ligue Côte-Sud, mais encore là, on a développé des bons joueurs de hockey. Si je regarde au niveau du Transcontinental, les frères Thibault, très bons joueurs de hockey qui ont vraiment progressé au niveau senior. Même chose au niveau de Saint-Cyprien. Je pense à Isaac Caron qui est arrivé dans la Ligue à 18 ans. Maintenant, il a commencé à la vingtaine, puis il a vraiment évolué avec le circuit. Puis en ce moment, je pense qu'on serait capable de tenir notre bout contre des équipes de la Ligue Côte-Sud. Ah oui? Ouais, moi, je suis convaincu qu'à niveau profondeur, niveau territoire, puis la manière qu'on a développé nos joueurs, je serais pas stressé. Là. C'est très très bon quand même. Sinon, je pense à ça. En tant que joueur, bien souvent, vous avez des rituels d'avant-match, des habitudes que vous suivez un peu, des croyances pour bien vous préparer à vos rencontres. Toi, est-ce que tu as... Ben, c'est sûr que le gardien de but, c'est une job qui est pas mal mentale, qui se passe pas mal dans tes 2 oreilles. Fait que moi de mon côté, c'est sûr que j'ai mes rituels. Si je commence au niveau d'une sieste avant le match, si je suis capable de la faire, c'est sûr qu'avec la vie quotidienne, avec le travail, c'est plus comme c'était avant. Mais si je suis capable d'avoir une petite heure, un petit repos pour me redécoller pour la fin de semaine, c'est la première chose que je peux faire. Après ça, sinon, j'aime bien manger mon traditionnel spaghetti. Chaque joueur de hockey, on mange un peu des pâtes. Moi, honnêtement, c'est la meilleure recette que j'ai. On veut pas avoir trop mangé puis que ça nous tombe dans les jambes puis manquer un peu d'explosion sur la glace, manquer un peu de jus. Puis on veut pas non plus avoir faim après le warm-up. C'est trouver la bonne combinaison. Puis moi, de mon côté... c'est ce que je fais. Puis sinon, l'autre rituel vraiment d'avant-match, c'est pas nécessairement un rituel, mais c'est vraiment de mettre dans des conditions gagnantes. Là. C'est vraiment de boire beaucoup, s'hydrater, pour être sûr, encore une fois, qu'avec le niveau d'énergie puis l'hydratation, ça va faire qu'on va pouvoir offrir la meilleure performance. Mais sinon, en termes de rituels, de choses un peu spéciales, je te dirais que dans mon jeune temps, j'en avais plus, mais je te dirais que quand on vieillit, on se rend compte que ça n'a pas un gros impact sur la game. Aussi bien le contrôler, parce que c'est sûr que tu te rends compte des fois que... ton auto ou l'autobus arrive, il y a une panne ou quelque chose du genre, mais là, si ça vient t'affecter entre les 2 oreilles, mais ta game est scrap. C'est des choses que tu peux pas contrôler. Fait que, je te dirais, c'est ça un peu pourquoi j'ai arrêté d'avoir des rituels un peu spéciaux. Un peu. Compte avec toi. Exactement. Tandis que là, à cette heure, oui, je tape mon bâton avant le match, tout ça, mais c'est rien de bien spécial, comme je disais, mais c'est vraiment d'arriver dans les meilleures conditions. Puis. Avec l'expérience que j'ai, honnêtement, ça n'a pas de gros impact, là, c'est ça. Fait que, non, c'est un peu mon rituel. C'est sûr, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont te dire qu'ils ont plus de stock, mais tu sais, honnêtement, au niveau de préparation, m'habiller avant la partie, c'est sûr que j'aime pas ça, m'habiller 8 heures avant le match. J'aime bien ça, être prêt à barrer sa glace quand il reste 2 minutes. Vraiment des questions d'arriver, puis pas trop...
pas trop être stressé, pas trop penser, on y va avec le flow, tout ça. Fait que c'est vraiment ça mon rituel, je te dirais. Ah, c'est bon, c'est bon. Puis pour les partisans, ben souvent ça arrive là, quand même assez régulièrement que vous recevez des commentaires, vous faites crier après un petit peu. Est-ce que ça t'affecte un peu ou tu te concentres vraiment sur le Je te dirais que quand on commence dans le hockey senior, c'est des choses qu'on n'a peut-être pas vécues avant. C'est sûr que quand on a 14-15 ans, se faire crier après par du monde à l'estrade qui sont peut-être un peu des fois en boisson, c'est pas quelque chose qu'on vit un samedi après-midi à 13h, mais je dirais que c'est sûr que tu les entends, mais tu peux pas leur donner raison. Si ça affecte ton jeu, ben là, tu leur donnes des munitions. Tu leur donnes des munitions, ils vont vouloir continuer. Si ça coule comme sur le dos d'un canard, ils vont se rendre compte que on écœuré le goaler, ça fait rien. On passe à quelqu'un d'autre à la place, c'est ça, tu sais. Moi, dans mon cas, ça m'a jamais dit. J'en ai vécu des affaires, me faire tirer des bières, me faire crier ben des bêtises sur ma famille, sur ma blonde, sur du monde qui sont proches de moi, mais je pense que ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben comme je disais, ils vont passer à autre chose. Fait que pour moi, vous pouvez essayer de me dire n'importe quoi. Il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Je souhaite bonne chance à la personne qui veut vraiment me déranger entre les deux oreilles. Là. Je pense que comme gardien de but, c'est le focus. Puis il se passe sur la glace. C'est 5 joueurs contre 5 joueurs. Puis il n'y a pas une heure, c'est ça. C'est sûr que c'est le fun quand il y a de l'ambiance, c'est sûr. Puis ça permet de nous dépasser puis d'être encore meilleur. Mais je pense que c'est même dans ces situations-là, pour moi, ça me rend encore meilleur. Là, c'est bon. Donc, le défi est lancé. Ouais. Essayez de déconcentrer Samuel Savoie. C'est bonne chance, non, c'est ça. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Mais honnêtement, ça va juste peut-être me rendre encore meilleur. Puis je suis pas sûr que ça va être ça le but premier. Non, exactement. Là. C'est bon. Comme tu as dit un peu plus tôt, tu arrives à la trentaine. Tu as 10 saisons dans le circuit senior du KRTB. Tu as gagné plein d'honneurs individuels. Tu as gagné le championnat avec les seniors. Qu'est-ce que tu prévois un peu pour la suite de ta carrière? Ben, c'est sûr que j'ai 3 années faites au niveau du circuit senior KRTB, 7 autres années au niveau de la Ligue Côte-Sud. Je dirais que mon objectif numéro 1, c'est de continuer d'avoir du hockey senior à la Prattière. Ce qu'on veut, mais que je prenne ma retraite, ben, c'est que les jeunes qui sont maintenant rendus dans leur début vingtaine, qui vont arriver avec les seniors, ben, on veut qu'ils soient dans des conditions qu'ils puissent avoir du hockey senior encore pendant 10 ans, pendant 15 ans, pour qu'eux autres aussi tirent pour autant qu'on a pu triper. Je regarde un jeune qui est probablement peut-être encore dans l'adolescence en ce moment. Lui, il va arriver à 18 ans. S'il a la possibilité de jouer pour les seniors à une douzaine d'années, mais ça va être des belles années pour lui. Puis c'est ce qu'on veut vraiment transmettre. Là. Fait que notre objectif, encore une fois, comme dit tantôt au niveau de la Ligue, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est local, que le monde, ils vont venir à l'aréna, ils vont connaître tout le monde sur la glace. Puis c'est vraiment ce qu'on veut faire à long terme pour le hockey. Personnellement, moi, c'est sûr que comme gardien de but, ça fait 10 ans que je suis gardien de but numéro 1 des seniors. C'est le temps que le flambeau commence à se transmettre. Honnêtement, il ne me reste pas bien des années. C'est sûr que mon but, ça va être de préparer la relève. Cette année, j'ai la chance d'avoir Charles Girard qui est avec moi. Puis c'est pas vraiment un bon prospect. Puis c'est lui que je vois prendre le relais dans une couple d'années. Puis c'est sûr que notre transition va être faite peut-être sur un espace de 2 à 3 ans, mais ça va être vraiment pour le préparer puis qu'il soit prêt à prendre le flambeau rendu là. Mais c'est ça. Puis à date, c'est un jeune qui veut apprendre, c'est un jeune qui a un bon gabarit, qui a une bonne technique, mais c'est d'apprendre le hockey senior, comme on disait tantôt hors d'onde. La game senior est vraiment pas comme ce qu'on connaît au niveau junior. Tu peux avoir joué du hockey junior majeur, tu vas arriver dans le senior, ça va te prendre une période d'adaptation, tout ça. Fait que, on veut pas nécessairement envoyer Charles tout de suite à l'abattoir. On veut bien faire les choses. Puis c'est un peu notre vision par rapport à ça. C'est très très bien. Dans le fond, pour les seniors de la Pocatière, selon toi, c'est quoi votre plus grande force en tant qu'équipe? Je dirais qu'on est une famille. On est tous des gars qui sont proches. On aime ça le faire le party ensemble. C'est sûr qu'au niveau senior, on se cachera pas qu'on aurait toutes bien d'autres choses à faire que de jouer encore au hockey. On a toutes des vies en dehors de la glace. Mais on continue à le faire, puis on continue à venir à l'aréna pour l'esprit de famille, puis tout le fun qu'on peut avoir avec nos gars, avec les gars. Puis
on arrive à l'aréna le vendredi à 7h, mais tous nos problèmes courants de job, de famille, d'études, de n'importe quoi, ben on le laisse de côté. On vient jouer notre hockey, après ça, ben on a gagné, on a eu du fun, on va prendre une bière après ensemble, puis c'est ce qui nous soude. T'sais, on sait que du hockey senior, on peut pas juste jouer à 20 joueurs pour toute une saison. On va avoir beaucoup de changements au niveau de l'alignement. On rentre des joueurs qui sortent, des joueurs qui sont pas disponibles, des blessures, tout ça. Fait que, on a vraiment une liste de joueurs de 40 gars qui acceptent leur rôle, qui sont prêts à venir donner un coup de main n'importe quand, puis pour qu'à la fin, qu'on gagne le championnat, puis que c'est des souvenirs qui vont être marqués à tout jamais. Là. Super, super. Une question qui me vient en tête en ce moment, tu as joué dans la Ligue Côte-Sud, maintenant tu es dans le senior du KRTB. C'est quoi la différence un petit peu entre les deux ligues que tu peux voir là, sur la patinoire? Au niveau de la patinoire, c'est sûr, comme je disais tantôt, les joueurs importés, c'est ce qui va peut-être amener le calibre un peu plus fort, mais je dirais que la ligue est un petit peu plus physique, un peu plus de batailles qui sont préméditées, un peu plus de joueurs qui viennent vraiment pour ça. Nous, ce qu'on avait comme vision, comme je disais tantôt aussi, quand on a rencontré le Témiscouata et Saint-Pascal, c'était peut-être un peu moins mettre l'emphase sur les combats, sur un peu ce qui était du vieux hockey senior. On voulait que les jeunes qui viennent dans notre ligue, ben, que ça soit qui n'aient pas peur, on a tous des jobs le lundi matin, pas personne qui va se maganer là. T'sais, oui, il va y avoir de l'intensité, ça va arriver des bagarres dans le feu de l'action, tout ça, mais on veut vraiment qu'il y ait ça soit dans un cadre sécuritaire pour les joueurs. Puis je te dirais après ça, au niveau en dehors de la glace, il y a des joueurs, comme je disais, des joueurs importés. C'est sûr que il y en a qui sont prêts à faire du hockey senior à tout prix, qui sont prêts à aller chercher des joueurs rendus à 7, 8, 9, 10 importés, mais pour moi, c'est pas quelque chose qu'on voulait au niveau de la pagatière, puis on voulait peut-être pas participer à quelque chose comme ça. De l'autre côté, on n'a aucun joueur importé, puis c'est ce qu'on voulait vraiment que ça reste 100% local. C'est bon. Puis une question qui me pop en tête, maintenant que tu parles un peu des bagarres, penses-tu que d'ici quelques années, vous allez les abolir dans le circuit ou que ça va faire partie encore? Non, mais ça va faire partie vraiment de la Ligue. C'est sûr qu'on veut pas que notre événement soit... que les bagarres soient ce qu'on veut amener à l'aréna, qu'on va amener les gens à l'aréna pour ça. Je pense un peu ce qu'ils faisaient avant, mais on savait qu'on avait un match de la Pocomanie, mais on savait qu'on allait avoir 4 bagarres entre tel joueur. C'était tout déjà stagé. OK, en début de première période, tel joueur allait pogner l'autre. C'est pas quelque chose qu'on veut, c'est pas quelque chose que en 2024, c'est plus quelque chose que... C'est ça, exactement. C'est vous, c'était correct. Les années 2000, ça faisait de la bonne... un bon show quand même, mais on est vraiment plus là. On n'est pas des joueurs qui gagnent notre vie avec ça. Fait que, je te dirais que oui, des bagarres, on va toujours en avoir. Puis on veut pas enlever la bagarre parce que je pense que du hockey senior, il va tout avoir de l'intensité. Puis je pense que les gens, quand ils viennent à l'aréna, ils veulent voir des bonnes rivalités, ils veulent voir du jeu intense. Mais c'est sûr que quand il y a du jeu intense, mais des fois, il peut y avoir des émotions qui sont impliquées, tout ça. Mais je pense que ça va arriver. Mais dans le fond, ce que je voulais savoir, Samuel, c'est qui le meilleur joueur avec qui tu as joué? J'ai eu la chance de jouer avec des bons joueurs de hockey dans mon parcours, que ce soit au niveau junior majeur, au niveau Jet 3, tout ça. En termes de coéquipier, je pense que le meilleur joueur que j'ai joué avec, c'est Cédric Paquette. C'était un joueur qui avait le cœur gros comme l'aréna, qui était prêt à tout faire pour gagner. Comme on a vu dans la Ligue nationale, c'est peut-être pas le joueur le plus talentueux, mais au niveau intensité, au niveau désir de vaincre, je pense que c'était un modèle pour nous autres en tant que coéquipiers. On voyait ce gars-là aller à la guerre, avoir de l'émotion, aller tout faire pour gagner, tout faire pour... S'il pouvait bloquer un shot avec sa tête, il l'aurait fait. Puis on voit que c'est des petits détails comme ça qu'il a fait, qu'il a percé au niveau professionnel, qu'il a encore une belle carrière en Europe. Mais je te dirais vraiment, c'est pas mal le meilleur coéquipier que j'ai eu. C'est sûr qu'avec Hockey Québec, j'ai eu la chance de jouer sur l'équipe puis de faire les camps, tout ça. J'ai côtoyé d'autres excellents joueurs. C'est sûr que ça n'a peut-être pas été des relations pendant des saisons. Mais je te dirais, un joueur que j'ai joué avec qui m'a vraiment impressionné, c'était Michael Matheson. Son coup de patin. On le voit dans la Ligue nationale qui a un coup de patin supérieur aux autres, mais si on ramène ça au niveau hockey mineur, là, je pense.
Lui, il pouvait donner 2 coups de patin. Toi, si tu voulais le suivre en arrière, il fallait que tu en donnes 8. Puis t'essaies de le ralentir avec le crochet. Fait que, je te dirais pas mal un des très, très, très bons joueurs que j'ai joué avec. C'est sûr que j'ai eu la chance de jouer contre plusieurs excellents joueurs aussi, mais je pense que c'est vraiment ces deux-là en tant que coéquipier puis en tant que personne que j'ai côtoyé sur la patinoire aussi. Là. Parce que comme tu dis, tu as côtoyé Mike Matheson, mais tu l'as vu il y a beaucoup d'années avant qu'il soit dans la Ligue nationale. Selon toi, est-ce qu'il allait devenir bon à ce point-là? Ben, c'est sûr qu'on sait jamais ce qui va arriver avec les blessures, on sait jamais ce qui va arriver avec ton développement. C'est sûr que la ligne est mince, des fois c'est une question de timing, mais on voyait qu'il y avait vraiment un potentiel. T'sais, lui, il avait déjà annoncé qu'il allait aller du côté universitaire américain. Puis c'est une très bonne place c'est ça, pour développer des joueurs. Il était capitaine à Boston College. Fait que c'est vraiment. On savait qu'il avait le potentiel, mais comme on disait, c'est tout une question de timing. Il y a des excellents joueurs que j'ai joués qui n'ont pas nécessairement eu le bon timing pour faire une carrière, mais lui l'a eu, puis c'est vraiment pas surprenant. Là, on voyait qu'il avait vraiment le potentiel, mais après ça, tout s'est bien placé pour lui, puis je pense que il a la chance de jouer. C'est un gars de Montréal qui a la chance de jouer à Montréal, puis ça, c'est vraiment, pour un Québécois, c'est tout le temps le fun. Là. Ouais, c'est sûr que ça aide, disons. Côté motivation, ça doit jouer pour exactement, non, c'est ça. Jusqu'à présent, c'est quoi ton plus beau moment en carrière dans le hockey? Je te dirais, j'en ai quelques-uns. Je n'ai parlé dans mon introduction tantôt au niveau Bantam 2A. On a gagné le championnat de la Coupe Dodge. Tu veux un peu en contexte les gens. Nous autres, au niveau des Rivières-du-Loup, ça a tout le temps été des années qui ont été difficiles. C'était des années qui avaient normalement, il y a peut-être 3, 4, 5 victoires par année, pas plus. Nous autres, notre groupe de 94, on savait qu'on avait une très belle cohorte. On a eu une très belle saison, sauf que rendu à la Coupe Dodge, on dirait qu'on a vraiment piqué, puis c'est ça qu'on voulait faire. On avait vraiment une belle chimie d'équipe. Puis on a pu battre en finale les gouverneurs de la Rive-Nord qui n'avaient aucune défaite dans l'année. Fait que ça a vraiment été le plus gros upset qu'on pouvait faire. On l'a fait au bon moment. Comme je dis, on a piqué vraiment au bon moment. On a passé un message, je pense, à toute la province que des petits gars de région de l'Est du Québec, on était capable d'avoir une bonne équipe. C'est sûr que on ne se fera pas de cachette. Le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, c'est des régions qui sont peut-être un peu plus dures pour sortir des joueurs de hockey. On fait face à des enjeux de population, tout ça, mais vraiment de pouvoir mettre la région sur la map, puis ça a été après ça, on savait qu'on arrivait au midget 3, 2 ans après, qu'on allait avoir cette même cohorte-là. Puis encore une fois, on a passé des beaux messages. On est perdu en finale, je pense qu'on s'est très bien battu, mais encore une fois, c'est la première année que les Albatros avaient vraiment une si grosse année. On a encore une fois prouvé à la Ligue au Québec la région, c'est ça exactement. Je dirais qu'au hockey mineur, c'est pas mal mes 2 plus beaux souvenirs. C'est sûr qu'au hockey senior, 3 championnats, c'est des beaux souvenirs aussi. Comme je disais, on n'est pas obligé de jouer au hockey senior. On a toutes bien d'autres choses à faire dans notre vie, mais on joue au hockey pour ces moments-là. Puis de gagner avec vraiment une gang de chums qu'on est ensemble depuis bien des années. Si je regarde un peu dans la Ligue Côte-Sud, je pense que ça nous a pris 3 défaites en finale pour réussir à apprendre comment gagner un championnat senior. À notre 4e année qu'on est allé en finale contre Montmagny, on perdait 0-2. On a collé 4 games en ligne. On a gagné le championnat là-bas. Je pense que vraiment, oui, ça a fait mal perdre 3 années de suite en finale, mais on a appris de ça, on s'est rapproché, puis ça a été un des plus beaux sentiments de pouvoir réussir à vaincre nos démons, mais aussi ça a prouvé que la POC, ils peuvent gagner. Puis gagner ça avec des gars qui ont eu des déceptions, ça nous a juste rendu plus fort. Là. Mais comme tu dis, vous avez appris de vos erreurs, de vos défaites. Mais c'est quoi en fait qui a fait en sorte que vous avez changé et par la suite... je pense que c'est vraiment une question d'expérience. Une série 4-7, c'est long. Des fois, ça semble cliché de dire ça, mais on dit tout le temps, mais never too high, never too low. Je pense que des fois, il se passe des choses durant une série, on perd un peu de notre focus. C'est des petits détails, ça se gagne sur pas grand-chose. Puis on voulait que ces petits détails-là, que ce soit nous autres qui en ressortent gagnants. Je vais donner un exemple. Tu as un avantage numérique en fin de match. Si tu trouves le moyen d'un petit détail d'aller chercher ce gros but-là qui fait virer une série, d'aller chercher
des petites affaires qui vont te mettre le momentum sur ton bord. Puis je pense vraiment contre Montmagny, la série finale, on était 0-2. Peut-être ça allait pas comme on voulait, mais la game 3 à la Pogatière, on s'est retroussé les manches. Ces petits détails-là, mais ça a été nous autres qui avons commencé à les faire, qui a commencé à prendre le momentum pour ça. Puis après ça, c'est ce qui nous a donné une aire d'aller. Si je regarde après ça le match numéro 4, on a tué des grosses punitions en fin de match. On est allé chercher un but important en prolongation sur la route à 5 contre 3. Fallait aller chercher de gros buts. Chose peut-être qu'on n'aurait peut-être pas fait les autres années. On aurait peut-être perdu de notre focus. On aurait peut-être pas pris avantage de cette situation-là. Puis je pense que vraiment ça a été ça qui nous a... je te dirais qui a fait la différence versus les autres années. La première année, on a perdu en 7 en finale contre Saint-Jean. Ça a été une super belle série. Il y avait du monde dans les arénas, mais le match numéro 7, ça s'est joué sur un but. Ça aurait pris un but, quelque chose qui aurait été fait différemment, puis on aurait gagné. On n'était peut-être pas prêt ou assez mature pour gagner puis faire cette différence-là, mais 4 ans après, on était capable. Puis ce qu'on avait vécu comme adversité, comme déception, ben, on s'en est servi du bon côté. Là. OK. Puis selon toi, est-ce que les Seigneurs de la Pocatière cette saison ont ce qu'il faut pour aller... Oui, je suis convaincu. C'est sûr que les 2 premières années de la Ligue, on a remporté. On avait une très bonne équipe. C'est sûr qu'on avait des vétérans qui étaient encore là avec nous autres. On savait qu'on allait être une des très bonnes équipes au départ. On savait aussi que quand ces vétérans-là allaient partir, mais fallait avoir une relève. On allait avoir peut-être... il fallait faire peut-être un pas de recul, le temps de préparer la nouvelle vague des seniors. Puis je pense que ça a été fait l'année passée. Oui, ça a été une super belle série contre Saint-Cyprien. On pense que ça aurait vraiment pu virer de notre côté. Ça ne l'a pas fait, mais je pense qu'on a appris de ça. Les jeunes joueurs qui n'avaient pas connu nécessairement la défaite en série ou comment ça joue, comme je disais tantôt, un 4-7, que c'est long, il se passe plein d'affaires, mais là, ça va être de l'expérience derrière la cravate. Puis je pense que pour cette année, je pense qu'on peut encore aspirer aux grands honneurs. On rentre un gars comme Josh Desmarais qui a joué de l'excellent hockey, que c'est un vétéran, c'est un gars qui est capable, c'est ça, imposant. C'est un gars qui est imposant dans la chambre aussi, ce qui apporte au noyau de vétérans. C'est sûr que le noyau de vétérans est un peu plus gros qu'il était avant. Puis je pense que c'est toutes des petites choses que ramener ensemble, ça va faire qu'on va être encore une très très bonne équipe. Je pense que c'est pas le fun de nous affronter en série. C'est dur de venir jouer à la Pogatière. On veut que les équipes n'aient pas confiance de dire ça va jouer à la POC, on va gagner. On s'en va à la POC, ça va faire mal, on va faire la guerre. Puis c'est ce qu'on veut. Puis ce qu'on veut, oui, en saison, il peut se passer bien des affaires, mais on sait que, comme je disais tantôt, on veut piquer au bon moment. Puis ce qu'on veut faire, c'est vraiment en série. Là. Rendu au mois de février avec l'équipe la plus complète qui va être dure à affronter. Là. Justement, avec l'ajout de Joshua Desmarais dans votre formation, il amène beaucoup d'expérience. Notamment, il a joué dans la LHMQ, il a joué dans la Ligue nord-américaine de hockey. Quel est son impact au sein de votre formation jusqu'à présent? Je dirais que avec les retraites des vétérans, on manquait un petit peu peut-être de punch offensif des fois. Souvent d'aller chercher un but en avantage numérique. On a eu peut-être des difficultés les dernières années. Ça, c'est un gars vraiment fait pour l'avantage numérique. Il peut jouer à plusieurs endroits. Il a un tir dévastateur. C'est un gars imposant. T'sais. Fait qu'on est capable d'avoir une menace de plus sur notre avantage numérique. Puis je pense que, comme je disais tantôt, encore une fois, des petits détails en série qui font la différence. C'est un but en avantage numérique qu'on n'a pas allé chercher. Fait que je pense que ce qui peut amener là, ça peut faire la différence à la fin. Puis comme je disais, dans la chambre, là, c'est un gars qui son expérience, son bagage de hockey, il est rempli. Fait il peut partager ça. Puis c'est un gars qui veut partager toutes ses expériences qu'il a vécues dans son passé avec les jeunes. C'est sûr qu'un gars de 20 ans n'a pas nécessairement le bagage de Josh. Puis Josh, c'est un gars ouvert, c'est un gars qui veut partager ce qu'il a vécu dans le hockey, ses beaux côtés, ses beaux moments, comment s'améliorer, comment être un meilleur joueur, tout ça. Fait que c'est quelque chose qui va nous apporter aussi. C'est sûr que c'est un gars qui a grandi dans le coin de Montréal. C'est sûr qu'il n'a pas eu la même réalité que nous en région. Fait que, encore là, oui, nous autres, on partage déjà notre expérience puis nos moments avec les jeunes, mais lui, il a vécu quelque chose de complètement différent. Fait que, encore là, ça amène une belle... ça va bien compléter notre équipe. Là. Oui, quand même. On a parlé de long à large de ta carrière au hockey, mais de ta carrière au travail.
Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, je suis comptable chez Raymond Chabot, Grant Thornton à la Pagatière. J'ai fait mes études à l'université à Québec. Puis j'ai décidé de revenir m'établir en région, de revenir dans mon coin. J'ai grandi à la Pagatière. Maintenant, je suis domicilié à Rivière-Ouelle avec ma conjointe. Elle aussi a fait ses études à l'extérieur. Puis elle trouvait ça important de revenir dans le coin. Je pense qu'on est une belle région. Il n'y a pas de trafic. On a la paix, on a des super beaux couchers de soleil l'été, on a des services de proximité, les gens sont vraiment chaleureux, tout ça. Puis je trouvais ça c'était important de revenir. Puis je pense que avec le métier que j'occupe, en jouant avec les seniors, je pense que ça se complémente bien là, au niveau de la relation avec tout ce qui est client, tout ce qui est dans le milieu, au niveau du monde des affaires. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est pour ça vraiment que je suis revenu dans le coin. Puis ça me permet vraiment de conjuguer mes deux passions, là, autant au travail, autant qu'avec le hockey. Là. Mais avec tes deux passions, est-ce que tu trouves ça difficile de mettre les deux en même temps, de faire travail et aussi hockey? Ben, je te dirais ce qui est encore un bon côté de notre ligue versus peut-être la Côte-Sud. La Côte-Sud, on était rendu à 21 matchs. C'est sûr, c'est quand même beaucoup dans une saison. On est amené à se déplacer en Beauce, à se déplacer. C'est quand même assez loin, c'est 21 matchs comme je disais. Fait que c'est sûr que nos fins de semaine sont remplies. Souvent, c'est pas mal de fins de semaine de 2 matchs. On n'a pas vraiment de congé, tout ça. Mais tandis que dans notre ligue, à 15 matchs, là, c'est vraiment un mélange qui est parfait. Là, à 15 matchs, on se trouve à avoir peut-être 7 ou 8 matchs, dépendant de la saison, à l'extérieur. 2 matchs à Saint-Pascal, fait qu'il reste pas vraiment de grosses sorties, puis c'est tout le temps le fun de le faire avec les gars, aller prendre l'autobus, puis aller jouer à l'extérieur. Mais si je reviens à ta question, je pense vraiment que le fait d'avoir peut-être moins de matchs, mais ça permet de mieux rentrer dans nos horaires, autant au niveau familial, autant au niveau du hockey, au niveau du métier. C'est sûr que moi, dans mon métier, les périodes qui sont plus occupées, c'est le printemps. C'est notre plus gros rush, mais le fait d'avoir joué 15 matchs avant, ben on garde de l'énergie, on garde vraiment pour cette période-là qui est plus occupée, mais le restant, l'automne, on a beaucoup de fins de semaine de congé, ça permet de prendre du temps avec notre famille, de prendre du temps au travail, de ne pas être tout le temps à course le vendredi. T'as un match à DJ à 20h30 un vendredi, ben si tu peux finir à 4h, ça permet de... Exactement, puis je pense que c'est ça. Fait que de ce côté-là, ça se fait super bien. C'est sûr que si on va à l'extrême aussi au niveau de la Ligue nord-américaine, les 36 matchs ou 34-36, là, les joueurs, ça prend des emplois qui sont vraiment conciliants. Ça prend fait que je te dirais vraiment, au niveau de la Ligue, ça se fait super bien. Puis même chose pour les joueurs qui sont aux études à Québec ou à l'extérieur, ben, ils sont capables de le faire et de venir jouer les matchs avec nous autres. C'est bon. Je te remercie pour ta présence au balado. On arrive déjà à la fin de l'entrevue. Donc, je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. Puis pour cette saison 2024-2025, je souhaite vraiment un bon succès à toi et les Seigneurs de la Pocatière. Merci beaucoup, Danny. Merci à toi. Yes. Nous arrivons maintenant au segment où on fait un survol sur les 6 formations du circuit senior du KRTB. À l'heure où nous enregistrons ce balado, certaines équipes ont disputé 6 parties de saison régulière et d'autres un peu moins. Nous commençons avec les Panthères du Haut-de-Madawaska. Cette formation n'a pas signé de victoire en 6 parties jouées jusqu'à maintenant. Celui qui s'illustre sur le plan offensif pour les Panthères est l'attaquant Cody Bonenfant avec une récolte de 7 points. Alex Dubé et Zachary Bourgoin-Plourde le suivent tout juste derrière avec chacun 5 points cette saison. La formation du Haut-de-Madawaska compte sur un noyau de joueurs très jeunes qui devraient faire partie de l'équipe pour les prochaines années à venir. Devant le filet, Derek Dubé et Patrick Lepage ont chacun joué une rencontre, alors que Aiden Saint-Onge a gardé le filet pendant 5 parties. Ils occupent pour le moment la dernière position du circuit, eux qui sont à la recherche de leur première victoire de l'histoire de la formation. Si on regarde au 5e rang au classement général, on obtient l'équipe du transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien
Avec une fiche de 2 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation et une défaite en tir de barrage, tout est encore possible pour cette organisation. Grâce à la touche offensive du défenseur Émile Labrie, il se mérite 10 points jusqu'à présent. L'attaquant Isaac Caron a lui aussi atteint le plateau des 10 points cette saison. La formation de Saint-Cyprien se démarque notamment avec la robustesse. Ils sont présentement l'équipe ayant reçu le plus de minutes de pénalité jusqu'à présent en cette saison 2024-2025. L'attaquant David de Norosir en est un bel exemple, lui qui cumule 31 minutes de pénalité en 5 parties, mais cela ne l'empêche pas de ramasser sa part de points, lui qui en compte maintenant 7. Devant le filet, Thomas Gosselin a gardé les buts pour 5 rencontres, alors que son auxiliaire, Kevin Ouellet, a gardé les buts durant une partie. À la 4e position du classement général, nous retrouvons l'Impérial de Saint-Pascal qui, jusqu'à présent, joue pour 500, ce qui veut dire qu'ils ont 3 victoires et 3 défaites. Avec une moyenne de 2 points par match, l'attaquant Zachary Charret est le meilleur pointeur du club. Il est suivi de près par son coéquipier Louis-Étienne Dionne avec 10 points. Tout comme les Panthères du Haut-de-Madawaska, l'Impérial développe un noyau de jeunes joueurs qui font partie du présent et du futur de l'organisation. Devant le filet, l'Impérial compte sur Nathan Pelletier, qui a remporté 2 de ses 4 rencontres jusqu'à maintenant, alors que Jarry Pelletier a subi des revers à ses 3 rencontres disputées. Nous arrivons désormais au top 3 dans le circuit senior du QRTB. Et aucune de ces formations a perdu pour le moment en temps réglementaire, uniquement en période de prolongation. Cette lutte pour le premier rang au classement général sera fort intéressante tout au long de cette saison 2024-2025. Le 3e rang est pour l'instant occupé par le Frontalier Construction du Transcontinental, qui sont invaincus en 3 rencontres. L'impressionnant Jérôme Thibault a une production de 5 buts, 8 mentions d'aide, dont 13 points en 3 parties jouées. Il est suivi de près par Carl Thibault, qui cumule pour le moment 11 points. Avec l'addition de Simon Chevrier, le Transcontinental reçoit beaucoup, mais vraiment beaucoup d'expérience. Lui qui a porté les couleurs du Dracor de Bécomo dans la Ligue junior majeure du Québec, et aussi il a porté les couleurs du 3L de Rivière-du-Loup dans la Ligue nord-américaine de hockey. Pour ce qui est des gardiens de but, Samuel Pearson a pris part à toutes les rencontres jusqu'à maintenant, alors que Corey Anthony Roy-Lagacé a fait une apparition sur la patinoire. Pour le moment, les Prédateurs du Témiscouata occupent la 2e position du circuit. Ils ont disputé 5 parties. Cette formation s'est méritée 3 victoires et 2 défaites en prolongation. L'attaquant Olivier Dumont est le meneur de sa troupe avec 11 points produits. L'offensive des Prédateurs est vraiment redoutable. La formation du Témiscouata a inscrit 25 buts, ce qui fait une moyenne de 5 buts par rencontre. Défensivement, ça va plutôt bien aussi, alors qu'ils ont accordé 11 buts jusqu'à maintenant. Le gardien de but Santiago Murcia a pris part à 3 rencontres, alors que Marc-Olivier Roy a joué une partie. Au sommet de la pyramide, à la toute première position, on retrouve les Seigneurs de la Pocatière, qui ont une fiche parfaite en 4 parties jouées. À l'attaque, Jacob Grandmaison est le meilleur pointeur des siens avec 6 points. L'arrivée d'Édouard Ouellette, qui a connu une rencontre électrisante de 5 points, devrait grandement aider l'organisation de la Pocatière. Les Seigneurs misent sur un bon mix de jeunes loups et de vétérans aguerris. L'impact du nouveau venu Joshua Desmarais est aussi à prendre en considération. Lui qui a joué dans la LHJMQ notamment pour les Cataractes de Shawinigan et les Remparts de Québec. Il a aussi joué dans la Ligue nord-américaine de hockey pour les Marquis de Jonquière et le 3L de Rivière-du-Loup, devrait amener beaucoup d'expérience à cette formation. En ce qui touche les gardiens de but, Samuel Serrois et Charles Girard ont tous les deux joué 2 parties chacun.
Si on se tourne sur le plan individuel, l'impressionnant Jérôme Thibault mène le circuit avec ses 13 points produits dans l'uniforme du Frontalier Construction. Il est suivi de très près par la jeune sensation Zachary Charret de l'Impérial de Saint-Pascal avec 12 points. Carl Thibault du Frontalier Construction et Olivier Dumont des Prédateurs sont à égalité au troisième rang des pointeurs avec respectivement 11 points chacun. En ce qui a trait aux statistiques des gardiens de but, Samuel Pearson du Frontalier Construction et Santiago Murcia des Prédateurs se retrouvent au sommet de la ligue pour les victoires avec 3 chacun. En ce qui concerne le pourcentage d'arrêt et la moyenne de buts contre, le gardien de but des Seigneurs de l'Apocatière Samuel Sirois domine à ce chapitre, avec une moyenne de 0,959% d'arrêt et une moyenne de buts accordés de 1,46. En cette saison 2024-2025, le circuit senior du KRTB accueille de nombreux joueurs recrues, ce qui annonce une excellente relève pour les saisons à venir. On peut penser notamment à Zachary Charret de l'Impérial de Saint-Pascal, Cody Bonenfant des Panthères du Haut-Madawaska, Maxime Pelletier des Prédateurs du Témiscouata, pour nommer que ceux-là, car la liste des bons jeunes joueurs est très longue. On aura la chance de les voir évoluer, tout comme la Ligue, au cours des saisons qui vont suivre. Je tiens à remercier l'Arena de Saint-Pascal qui nous ont offert une loge afin de tourner l'entrevue avec Samuel Sirois. Leur appui et leur générosité étaient grandement appréciés. Je tiens du même coup à remercier Samuel Sirois pour sa présence au balado et aussi à tout le contenu qu'il nous a offert. Je tiens aussi à remercier le président du circuit senior du KRTB, M. Stéphane Paradis, pour l'appui essentiel dont il nous fait part. Et pour terminer, je tiens à vous remercier, vous, les partisans, car sans vous, ce projet ne peut exister. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne rien manquer du contenu exclusif qui s'en vient très prochainement. J'espère que ce balado vous a plu et on se dit à très bientôt et surtout, bon hockey!
Avant de terminer cette premier épisode du balado La Voix du hockey senior,